Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast de l'Institut au sein en douceur. Alors ça fait un bail, ça fait vraiment longtemps que je ne vous ai plus enregistré de podcast et vous allez voir, je pense que vous ne serez pas déçus avec cette rentrée parce que je suis accompagnée de Paul Landon qui va se présenter tout de suite dans un instant parce que je pense que la plupart d'entre vous, vous ne le connaissez pas. Paul, est-ce que voilà, on va tout de suite se lancer avant de lancer Ouais. de quoi on va parler, te présenter. Eh ben moi, bonjour et merci de l'invitation, Caroline. Eh ben moi, je suis un ancien élève en difficulté et j'ai quitté le système scolaire à 16 ans parce que j'étais en difficulté et j'ai commencé à chercher. Évidemment, quand j'étais gamin, mes parents ils m'ont fait orthophonie. J'ai vu des psychiatres, enfin pas des psychiatres, pardon, de comment on dit pour les enfants, Les des psychologues. pédopsychiatres et tout pour essayer de m'aider. Mais à chaque fois, ils disaient ouais, il est normal, il est intelligent, c'est juste qu'il n'est pas motivé, il faut le motiver et tout et tout. Bref, mais à 16 ans, j'ai quitté le système scolaire, j'étais très malheureux à l'école. Et puis, j'ai commencé à faire un petit parcours pour trouver des méthodes alternatives. J'ai fait l'ostéopathie, la méthode Vitose, la méthode ceci, cela. J'ai commencé, vu que je suis français, en France, il n'y a pas grand-chose, surtout à l'époque, dans les années 80, dans les approches alternatives. Donc, je me suis retrouvé en Belgique, en Suisse, en Allemagne, où il y a des approches plus ouvertes et connues. Et puis, je me suis retrouvé même aux États-Unis, au Canada. Puis, j'ai fait la rencontre avec le Brain Gym, l'éducation kinesthésique de Paul Hegel-Denison, qui propose des petits mouvements pour améliorer l'apprentissage. Ça m'a passionné. J'ai commencé à pratiquer ça, puis je suis devenu très vite enseignant de cette approche. Et à partir de 1993, 1993 pour les Belges, je suis devenu praticien de cette approche et j'ai commencé à faire ça. Mais toute ma vie, après, à partir de ce moment-là, j'ai travaillé avec des enfants en difficulté scolaire. J'ai travaillé auprès des enseignants, auprès des orthophonistes, auprès des psys. J'ai fait de la formation dans des écoles. J'ai ouvert un cabinet et à partir de 93, c'était ma vie. C'était de m'occuper des enfants en difficulté scolaire. En quelque sorte, j'avais trouvé des approches qui me convenaient et j'ai voulu le partager. Et puis, je suis devenu formateur et j'ai ouvert un centre de formation qui existe toujours aujourd'hui en 96, qui propose des formations sur l'amélioration de l'apprentissage, la gestion du stress, le corps, le mouvement, etc. Et donc, j'ai fait ça toute ma vie. Euh, et puis, j'ai et puis régulièrement, je me posais des questions sur comment des mouvements peuvent simplement aider à mieux apprendre. Comment le fait de faire différents exercices, des mouvements croisés, de la répétition et des trucs peuvent aider. Et puis, je me suis penché vers, enfin, c'est Paul Denison à l'époque, le créateur du Brain Gym, qui m'a dit, tu sais, c'est une histoire du développement de l'enfant et c'est sûrement à voir avec ce truc dont j'ai entendu parler, les réflexes archaïques. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Il n'existait rien en langue française. Donc, j'ai importé en France, en Belgique, en Suisse, les premières formations sur les réflexes archaïques, les réflexes primordiaux, les réflexes de vie, posturaux, etc. Et puis, voilà, j'ai invité des gens dans mon centre de formation, en France, en Belgique, en Suisse, eh bien, qui venaient du monde entier, jusque l'Australie, la Russie, etc., des experts. Et puis, je me suis formé à tout ça. On a formé des tas de gens en France. Et puis en 2010, j'ai décidé de créer une synthèse de tout ce que j'avais appris après 25 ans de pratique en cabinet et d'enseignement. Et j'ai créé une approche qui s'appelle intégration motrice primordiale, qui propose, on va dire, le best-of de tout ce que j'ai appris dans ma carrière. Alors quand je dis j'ai, c'est avec ma compagne et collaboratrice Ludivine, qui elle fait plein d'autres choses avec les bébés, les personnes en situation de handicap et puis plein d'autres choses. Et puis les autres collaborateurs avec lesquels j'ai travaillé tout au long de ma vie. Et voilà, et depuis 2011, j'ai commencé à enseigner cette nouvelle approche et puis c'est devenu mon approche principale, le travail autour de l'intégration motrice primordiale, dans lequel on intègre le travail global, le travail spécifique autour des réflexes archaïques, mais plein d'autres choses. Les réflexes, je vais en parler dans ma présentation, nous servent parce qu'ils nous permettent de voir ce qui se passe chez quelqu'un et de savoir ce qu'on fait. Donc, en gros, pour résumer, désolé si je suis un peu long, je suis un élève un enfant qui a rencontré des difficultés d'apprentissage et qui toute sa vie s'est passionné de ça et de chercher à faire en sorte qu'il y ait le moins d'enfants qui rencontrent les mêmes difficultés que j'ai rencontrées. Et malgré le fait que toute ma vie soit consacrée à ça, il y a encore beaucoup de boulot à faire. Et voilà, et c'est pourquoi je suis content de travailler avec toi maintenant, parce qu'il y a tellement de choses à faire au niveau des fonctions OMF aussi, Ouais. en lien avec ce qu'on fait On va voilà. en parler de ces fameuses fonctions MS. Alors, tu es probablement la personne que je connais qui a fait le plus de formations dans le domaine, oui, du mouvement, enfin, de la guérison pérenne, hein. Donc, je crois Ouais. que oui, tu es pour moi probablement le plus formé, un des plus formés en France, certainement.
Alors, on va en venir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui parce que je ne l'ai pas encore annoncé. Aujourd'hui, on aimerait bien vous parler, Paul va nous parler de deux centres de gravité. Alors, quand je te dis comme ça, le corps humain, il a deux centres de gravité. Qu'est-ce que ça réveille en toi? C'est quoi en fait ces deux centres de gravité? On a l'habitude, le centre de gravité, c'est le nombril. Et moi, tout d'un coup, là, je te dis, Ouais, non, 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 il y en a deux. Est-ce que tu peux nous en dire exactement. un peu plus? Bah, c'est plus que je veux en dire. En fait, j'ai préparé des diapos. Donc, je vais passer les diapos. Et si, parce que quand tu m'as parlé de ça, parce que c'était, en fait, depuis plusieurs mois, je fais un podcast tous les jours où je me promène et je raconte des sujets et autour de notre travail, etc. Un podcast qui dure 1 heure. Ça s'appelle En balade avec Paul. Là, j'ai arrêté depuis quelques jours parce qu'on a beaucoup de boulot, mais voilà. Et puis, en parlant, il y a cette idée de deux centres de gravité qui est venue, et c'est un peu grâce à toi, Caroline, parce que il y a toute cette histoire de fonction OMF. Fonction OMF, ça fait plusieurs années qu'on te connaît. Ludivine, ma collaboratrice et ma compagne, elle s'est formée avec toi. Et puis, on échange toutes ces idées. Puis on dit, nous, on avait l'idée d'un centre de gravité, qui est évidemment le centre de gravité que tout le monde connaît au niveau du nombril. Et on parle en IMP, le premier schème on appelle ça des schèmes. Le premier mouvement, le premier schème de bébé dont on parle, c'est le schème de l'étoile à 6 branches. Alors, je vais le montrer dans les diapos, mais on dit, voilà, le développement, il parle du nombril, et puis bon, tout le monde connaît ça. Et puis, dans ma tête, c'était resté cette histoire de fonctions OMF si importantes, mais sauf qu'elles sont là. Alors, à un moment donné, j'ai regardé l'embryologie, un certain nombre de choses, et je suis venu de cette idée, puis j'en ai parlé dans un podcast, et je te l'ai envoyé, tu m'as dit, mais non, mais il faut que tu parles de ça. Alors voilà, si tu veux bien, je vais passer les diapos. Alors, on va passer les diapos et pour ceux qui nous écoutent, on va essayer de vous les décrire. Ouais, ouais. Et puis, si vous voulez vraiment voir les diapos, n'hésitez pas à nous retrouver. La vidéo sera disponible également. Donc, voilà, on pourra communiquer sur la vidéo. Mais du coup, en effet, tu as sur une diapo mis deux petites étoiles, deux petites fleurs sur ces fameux deux centres de gravité. Ben, en fait, j'ai pris le schéma de Léonard de Vinci, le fameux homme de Vitruve, et j'ai mis deux centres de gravité, celui au niveau nombril-bassin et celui au niveau de la bouche et du nez, quoi. Et j'ai dit, voilà, il y a le centre SDG, c'est comme ça qu'ils disent les posturologues et tout, ça veut dire centre de gravité, et puis OMF, c'est les fonctions oromaxillofaciales, que je ne ferai pas l'insulte d'expliquer aux gens qui nous écoutent s'ils sont des fidèles chez toi, mais en gros, respiration, mastication, déglutition pour ceux qui ne sont pas familiers. Et, et ça m'intrigue, et puis j'ai cherché, mais avant de rentrer dans les détails, il faut qu'on rappelle deux, trois petits points, et puis promis, je rentre dans les détails, mais tu m'arrêtes s'il y a quelque chose. Première chose, on dit en neurologie le bébé se développe en céphalocodal et en proximodistal. Ça, c'est une fonction très importante. De la tête vers la queue. Ça veut dire céphalocodal, céphalo, c'est le crâne, et caudal, c'est la queue. Et proximodistal, ça veut dire de l'axe vers la périphérie. C'est hyper important parce qu'en fait, c'est pas qu'une histoire en neurologie, parce que l'embryon se développe comme ça. D'abord le cerveau et puis ensuite les extrémités. Mais il va aussi, l'enfant, quand il sera venu au monde, se développer comme ça. Il va d'abord maîtriser les mouvements au niveau de sa tête, puis au niveau du tronc, puis au niveau des épaules, puis aux doigts, puis aux jambes. Donc il y a une progression. Et pourquoi ça va être important? Parce qu'en intégration motrice primordiale, en rééducation, en thérapie, selon les métiers que l'on fait, il faut avoir cette notion là. C'est aussi très important quand on travaille avec des personnes âgées parce qu'ils vont d'abord perdre la périphérie et puis quand c'est le centre qui est atteint, ben on est mort tout simplement. Les fonctions vitales sont touchées. Un des tests les plus connus en médecine pour vérifier si quelqu'un n'est pas en bonne forme, une personne âgée, c'est tester par exemple la force des doigts parce que c'est périphérique, donc avec un dynamomètre. C'est important parce que si on préserve la force aux extrémités, on préserve le centre. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire de la gym des doigts, ça veut dire que les doigts reflètent l'ensemble du corps. Donc, c'est très important d'avoir ça en tête parce que comme on va parler du bébé, de son développement, il faut vraiment avoir en tête, ça part de la tête vers la queue et du centre vers la périphérie. Parce que les fonctions OMF, c'est dans la tête que ça se passe. Alors, là, j'ai mis une diapo qui présente un peu le schéma corporel, cette idée de schéma corporel. Parce qu'en fin de compte, qu'on s'intéresse à la santé physique ou psychologique, nous, on a toujours à l'intérieur de nous la représentation de qui on est. Comment je me vois. C'est pas évident dans le monde d'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, puis même avant les magazines et Photoshop et tout, c'est qu'il y a moi que je vois dans le miroir, mais il y a aussi l'image idéalisée de l'homme ou de la femme qu'on me dit que je suis censé avoir. Et souvent, il y a une différence entre les deux. Et puis moi, comment j'ai formé mon schéma corporel? Dans ma vie, j'ai sauté, j'ai couru, j'ai grimpé, j'ai fait plein d'activités qui fait que mon corps, il est d'une certaine manière, que je le ressens d'une certaine manière.
sais, on a le fantasme des ultra riches là que peut-être qu'un jour on pourra greffer notre cerveau sur le corps d'un esclave, sûrement quelqu'un d'autre, et puis qu'on pourra revivre éternellement. Sauf que ça marche pas comme ça, parce que notre cerveau, chaque partie de notre cerveau, s'est adaptée au corps que l'on a. Il nous a fallu des années pour s'adapter à ce corps. On voit bien les adolescents comment ils galèrent à essayer à être malhabiles dans leur corps et tout pour courir, pour attraper des choses, tellement ça va vite le changement. Il suffit de parler à une femme enceinte chez qui le centre de gravité change si vite, aussi bien à l'aller et encore pire au retour, si je puis dire, en dégestation. Il faut bien un trimestre pour que ça se fasse, comme dit notre amie commune Oui, Ingrid Bayo, Ingrid Baillot. ce fameux quatrième trimestre de la grossesse. Ces changements sont énormes. Donc, ce schéma corporel, c'est comment je me perçois, comment je sens, et c'est aussi lui qui dit quel degré de liberté j'ai, qu'est-ce que je me sens capable de faire, sauter, courir, grimper, nager, faire des tas d'activités, ou est-ce que je sens que mon corps, finalement, bah, il est tout vieux, il est tout usé, ou il n'est pas habile, etc. Et c'est finalement ça qui va me donner confiance en moi, confiance en mes capacités, aussi bien physiquement que psychiquement. Alors, il a plein de paramètres, ce schéma corporel, même si en IMP, on a repris des choses qui étaient connues en psychomotricité ou dans le monde du sport, parce que dans le monde du sport ou de la psychomotricité, ils s'intéressent à ce schéma corporel. Et nous, on a rajouté une chose. Évidemment, je ne te fais pas l'affront de te demander, devine qu'est-ce que j'ai rajouté qui n'y était pas, puisque c'est grâce à toi que je l'ai rajouté. Mais en gros, le schéma corporel, c'est l'équilibre. Le bébé, il doit apprendre à maîtriser son équilibre, son contrôle postural pour tenir debout, se verticaliser. La mise en place d'une latéralité dominante, j'ai mis ça sur un axe, c'est on a deux côtés, deux yeux, deux mains, deux pieds, deux oreilles, même deux hémisphères cérébraux. Comment je vais coordonner tout ça? Et puis, j'ai mis à droite de schéma, évidemment, les fonctions oromaxillofaciales et puis la respiration. Alors, même si dans les fonctions oromaxillofaciales, il y a la respiration, néanmoins, j'ai mis la respiration dans l'idée que c'est la ventilation qui est ici en place avec tout le corps. C'est pas que le nez, évidemment, c'est le diaphragme, c'est tous les muscles du corps qui interviennent, c'est le plancher pelvien, c'est tout un tas de choses qui interviennent. Et donc, ça, c'est très important parce que quand on travaille, par exemple, avec des enfants, c'est important cette histoire de respiration. Donc, je voulais vraiment séparer les deux. Il y a les fonctions oromaxillofaciales, c'est évidemment tout ce qui va être le nez, le lavage du nez, la position de la langue au palais, etc. Ça fait partie de mon schéma corporel, puisque les fonctions OMF vont mettre en place mon crâne, vont mettre en place mes voies respiratoires, vont mettre en place la musculature de l'ensemble du corps, et on va bien le comprendre dans ce que je vais expliquer plus tard. Et puis, sur la partie gauche, j'ai mis régulation du tonus musculaire et coordination. Voilà, en fin de compte, beaucoup de gens disent « Ah, il est bien ou il est mal coordonné ». Mais en fait, la coordination se base sur ma régulation du tonus, la mise en place de ma latéralité, de ma posture, de mes fonctions OMF et de ma capacité à respirer. En gros, en résumé, c'est s'équilibrer, se latéraliser, mastiquer, déglutir, respirer, se détendre, se coordonner. Savoir se détendre, c'est très important. Dans un monde aujourd'hui, on est toujours sous tension. C'est important de savoir se détendre, réguler son tonus musculaire. Ça va jusque-là? Des C'est questions, parfait. des Moi, je voudrais remarques? bien revenir un petit peu. Tu nous as Oui. beaucoup parlé de céphalocaudal, hein, de Ouais, la tête au corps. C'est quand ouais, même incroyable parce que le bébé, quand il naît, il va s'alimenter au oui, sein de sa maman avec notamment la succion, qui est aussi une des fonctions, des grandes fonctions oromaxillofaciales. Cette majeur. succion au sein qui est en fait un prérequis des autres fonctions Oui. oromaxillofaciales. Euh, c'est quand même incroyable. Il a ce cordon ombilical et il a cette succion au sein. Est-ce que tu peux nous en dire un Mais petit non, peu plus mais sur le lien entre les deux et ouais. tu vas trop vite, Caroline, tu vas Ah, je trop vais vite. trop vite. C'est prévu, c'est prévu, c'est prévu. On y va, c'est prévu. Donc, je vais insister sur deux choses. Il nous faut un corps, évidemment, une structure sensorimotrice. J'enlève le mot neuro parce que tout le monde met de la sauce neuro aujourd'hui. Pour moi, c'est stupide parce qu'il n'y a rien qui puisse pas être neuro. Donc, je lève le petit doigt, c'est neuro. Je te regarde, c'est neuro. Donc, mais par contre, je vais insister sur le fait sensorimoteur. Il faut un corps qui sente et un corps qui puisse bouger. Et pour bouger, le bébé, à la naissance, ce sont ces fameux réflexes qui vont le mettre en action et qui vont permettre progressivement d'organiser ses mouvements. Donc, cette structure sensorimotrice, alors là, c'est une petite pyramide. Moi, je travaille avec l'Institut Volodalen en Suisse, qui est un laboratoire de recherche autour du sport, et ils utilisent une pyramide. Tu vois, il n'y a pas que toi qui as des pyramides. Nous aussi, on a une pyramide. Et je sais parce que je dis ça parce que Caroline, elle m'a présenté la pyramide des fonctions OMF avec la respiration en bas. Et je vais quand même donner deux, trois petits mots sur cette pyramide parce qu'il y a beaucoup trop à en dire pour aujourd'hui. Mais en bas, il y a l'énergie. L'énergie, c'est important. C'est quoi? C'est le sommeil et l'alimentation. En gros, c'est ça.
Si quelqu'un manque de sommeil, manque d'alimentation, son énergie ira pas et il n'y a rien qui fonctionne. Donc, c'est priorité médicale, sommeil, alimentation, si je puis dire, et c'est les choses que chacun peut faire et se prendre en charge le plus facilement. On pourrait dire d'autres choses, mais on insiste là-dessus. Ensuite, c'est la structure. Et pourquoi j'insiste sur la structure? Parce que les fonctions OMF, tu viens de parler de la succion, c'est de la structure. C'est le palais, c'est le nez, c'est la langue, c'est des muscles, tout ça. Parce que les fameux réflexes, ils viennent après, tu vois. On entend beaucoup aujourd'hui sur les réseaux sociaux des gens qui disent que les réflexes sont la cause de tous les problèmes du monde et quoi, ou qu'est-ce. Mais oui, c'est très important, ça joue un rôle, mais ça ne peut pas être la cause de tous les problèmes du monde parce qu'il y a la structure. Si ton palais, si ton nez, si tes muscles, si tes pieds sont dans des chaussures et que tu ne marches pas comme il faut et que tu n'as pas marché à quatre pattes, etc., ta structure sera affectée, ta colonne vertébrale est affectée. Mhm. Et c'est pourquoi on aura besoin de toute façon des ostéopathes, des kinésithérapeutes, des orthodontistes, des spécialistes du corps et de la structure. Oui, Et ça, je veux le dire parce que c'est indispensable. Je ne peux bouger que dans la limite que me donne ma structure. mhm. Tu vois, je vais pouvoir Tout à faire des fait. choses. Voilà. J'ai envie de Oui, prendre un exemple, c'est l'exemple d'un bébé qui naît et il naît déjà avec une rétrognathie et il naît déjà avec un palais haut et étroit et on va oser le dire, il naît déjà peut-être aussi avec un frein lingual restrictif. Tout ça va impacter en fait la suite de la pyramide parce que la structure de base c'est n'est ça. pas tout à fait comme elle est censée être au départ C'est pour ça. C'est plein de ça. raisons. Voilà. Et donc ça, c'est très important. C'est très important. Donc, moi, je vais maintenant me centrer sur les aspects structure, mais au niveau sensoriel, les sens, et sur l'aspect des réflexes, de la mise en place, ah oui, des mouvements. Au-dessus de cette pyramide, pour la finir, il y a les préférences motrices, ça c'est leur truc à eux dans l'Institut Volo d'Allen, mais en gros, pour nous, ça correspond à la latéralisation, le fait qu'on soit droitier de la main ou gaucher de la main, de l'œil, du pied, de l'oreille. C'est comment moi je perçois les informations peut-être différemment de toi et comment j'agis dans le monde peut-être différemment de toi, parce qu'il y a un mix de mes préférences à bouger. Quand je mets mes mains comme ça, est-ce que j'ai le pouce gauche ou droit au-dessus? Bah, c'est ma particularité génétique ou quoi. Et c'est important de prendre en compte. Et puis au-dessus, c'est l'action. L'action, c'est je me mets en mouvement, que ce soit lire, écrire, faire du sport de haut niveau ou faire médecine comme toi ou je sais pas quoi. Bah, c'est l'action, je me mets en action. Et j'ai besoin d'énergie, d'une structure qui me permet de me mettre en mouvement, de préférence naturelle d'une latéralisation. Et enfin, je peux me mettre en action. Mhm. Um, je ne vais pas parler beaucoup des réflexes, mais il faut retenir qu'il y a trois sortes de réflexes, en gros, trois grands groupes. Les réflexes viscéraux, c'est ce qui se passe au niveau du corps, et là, c'est du côté de la médecine. C'est ce qui se passe au niveau des glandes, au niveau des organes, des sécrétions gastriques, etc. À part la respiration, sur lequel tout le monde peut jouer. L'apnée volontaire ou la respiration, retenir sa respiration. J'insiste parce que c'est un réflexe, la respiration, mais sur lequel je peux jouer. Mais les battements cardiaques ou les sécrétions glandulaires, je ne peux pas les affecter. Mhm. Enfin, de manière indirecte par mon mode Ouais. de vie, mais je ne peux pas décider. Alors que tout de suite, je ne peux pas dire, tiens, je fais battre mon cœur à 80 ou à 120. En revanche, je peux tout de suite décider d'arrêter de respirer ou de respirer vite. Ouais. Il y a les réflexes non conditionnés du nouveau-né. Ça, c'est très important, dont tout le monde a entendu parler aujourd'hui, les fameux réflexes de Moro, de Babinski, etc. C'est tout cet arsenal de mouvements que le bébé a à la naissance et qui progressivement vont s'inhiber. Et pourquoi c'est important de parler du troisième groupe? C'est que le troisième groupe s'appelle les réflexes conditionnés. Eh bien, c'est le mot pas très joli pour dire apprentissage. Tout ce qu'on fait dans la vie participe à un apprentissage, mais un apprentissage nécessite de conditionner les choses. Et c'est pourquoi à l'école, on n'apprend pas à lire en 2 jours et on n'apprend pas notre table de multiplication en 2 jours non plus. Donc aujourd'hui, si j'ose espérer, la plupart des gens, ils entendent ce que je vais dire 3 fois 4 dans leur tête, je suppose que tout le monde a entendu 12. Mhm. Et il a fallu un grand conditionnement. Si vous avez eu des enfants, vous savez que ça ne s'apprend pas facilement, ces tables de multiplication. Si j'écris devant vous un mot et que je vous demande de ne pas le lire, vous ne pouvez pas ne pas le lire. Vous avez conditionné ça. On dit toujours que une fois qu'on sait faire du vélo, on sait en faire toute notre vie. Ben, c'est exactement ça. On va conditionner les choses qui deviennent réflexes et des automatismes. Et ça, c'est très important d'avoir ça en tête, c'est que d'un point de vue scientifique, ce qu'on appelle apprentissage, c'est un conditionnement. Évidemment, ça ne fait pas très beau dire je vais conditionner mes élèves, je vais leur faire un conditionnement. On dit apprentissage, éducation, mais en vrai, c'est qu'on veut rendre les choses automatiques. On veut créer un automatisme. Ce qui nous permet des choses extraordinaires. Ce qui nous permet de conduire une voiture quand on sait la complexité que c'est au niveau des pieds, des mains, du système visuel, de reconnaître les panneaux. Et en même temps, au bout d'un moment, pas qu'on vient juste d'avoir son permis, je peux discuter, écouter la radio, etc. C'est incroyable. On est capable de conduire la voiture en pilote automatique Mhm. et de faire autre chose cognitivement en même temps. Mhm. Mhm. Alors, maintenant, ces réflexes, eh bien,
les réflexes tels qu'on l'entendait en médecine autrefois, ça n'existe pas. L'idée en médecine, c'était le réflexe, il apparaît, il disparaît, il ne sert à rien. Voilà, c'était un vestige de Oui. phylogénétique, tu vois. Bon, bah voilà, c'est pourquoi on disait c'est archaïque, c'est un vieux truc qui reste du temps. Souvent, on entend ça du temps où on était singe, mais ça ne sert plus. Mais Homo sapiens a gardé cette cicatrice en quelque sorte. Sauf que aujourd'hui, les recherches nous montrent, et y compris par des gens très sérieux dans des laboratoires, pas que nous au sein de l'intégration motrice primordiale, non, que ces réflexes ne disparaissent jamais vraiment. Ce sont des structures. En anglais, on utilise ce mot qui est très clair, qui est pattern. On parle de pattern. On peut le traduire en français par modèle, par patron. Et le mot officiel, Piaget, il utilisait ce mot de schème. Schème, c'est une structure, un patron, mais le mot schème, ça veut dire c'est physique, mais ça peut s'appliquer aussi pour dire un schème lié à quelque chose d'intellectuel, à un schème de réflexion, voilà. Et je vais donner un exemple. Ici, j'ai mis quelqu'un qui passe le relais. Donc, le bébé, et j'ai une diapo avec des bébés dans un instant, mais quand je passe le relais à quelqu'un, est-ce que je peux dire que c'est un geste physique et postural? Je me rappelle, à l'école, on doit courir et puis on court et on doit passer le bâton comme ça. À toi aussi, tu as fait ça? Et puis il y en a qui le loupent, hein, qui le laissent Ben oui. tomber, qui ne l'attrapent pas. Et voilà, tu fais bien parce que ça veut dire que ça implique de la coordination physique assez précise. Je dois courir et faire ce geste, donc j'ai maîtrisé pas mal de trucs dans mon corps, mais en même temps, c'est quelque chose de cognitif parce que je dois avoir une stratégie. À quel moment c'est lui qui court plus vite que moi? Est-ce qu'il vaut mieux que lui fasse plus de courses que moi? Donc il y a une certaine réflexion qui est faite, donc de la cognition. Et puis il y a la satisfaction. Je vais pas y arriver, je vais y arriver. Il y a les émotions aussi. Donc au moment où je passe le relais, est-ce que je peux dire c'est purement physique ou c'est purement cognitif ou c'est purement émotionnel? Chaque geste que je fais dans la vie, c'est et physique, et cognitif, et émotionnel. Et on le comprend encore mieux quand on regarde un bébé. Parce que tu vois un petit enfant comme ça, est-ce que tu peux dire oh, il est en train de faire du quatre pattes, ou l'autre là à gauche, il est en train de se retourner plus ou moins, quoi. Oh, il est en train de faire un truc physique. Bah, il est aussi en train on regarde bien que les deux enfants, si tu regardes leur regard, tu vois bien qu'ils sont en train de Regarde. faire de la cogitation, ils Ouais. analysent leur environnement. Et puis en même temps, ils ont une satisfaction émotionnelle. Je suis capable de me déplacer, je suis capable de me retourner. Donc un schème, c'est un patron et physique et émotionnel et cognitif. Et je veux insister là-dessus que beaucoup de gens ils me disent c'est les deux faces de la pièce de monnaie. Non, c'est pas deux faces d'une pièce de monnaie parce que ça c'est une vision dichotique séparée, comme s'il y avait le côté pile et face. Mais pour l'être humain en développement, quand le bébé fait un geste, il a une action physique et émotionnelle et cognitive simultanément. Et tout son développement va procéder de ça. Et on va revenir à mes centres de gravité. Mais c'est très important d'avoir ça en tête. Alors maintenant, le corps humain, c'est très complexe. Ici, j'ai mis un bateau parce que je sais que tu es fan de régates ou de trucs comme ça. Mais ce n'est pas le genre de bateau que tu dois aimer. Ça, c'est plutôt un cargo ou quoi. Et on sait qu'un bateau, c'est compliqué. Et ici, c'est un peu le brouillard. Donc, si j'avais que la vue pour fonctionner, c'est sûr que je rentre dans un iceberg comme il ne faudrait pas faire ou quoi, parce qu'on ne voit pas grand-chose et il ne voit pas loin. Et si là, il doit arrêter le bateau quand il voit que quelque chose ne va pas, c'est sûr, il va dans le décor. Et voilà. Et alors, nous, on a la même chose. On n'a pas que la vue. On est très conscient de la vue parce que l'être humain est très prédominant au niveau de la vue. On imagine bien qu'un chien, c'est différent parce que son sens prédominant, c'est l'odorat. Pour d'autres, c'est l'audition, etc. Et bah, au niveau du bateau, il y a plein d'instruments de bord là. Dans un bateau, il y a plein d'instruments de bord que je ne saurais pas te nommer, mais je sais qu'il y a des radars, des sonars, des différents trucs, des profondimètres, des je sais pas quoi. Bah, nous, on a plein d'autres sens qu'on ne voit pas, mais qui sont importants, comme la proprioception, la perception de mon corps en mouvement, le système vestibulaire pour l'équilibre, le sens tactile de ma peau. Et puis, bah, il y en a d'autres, on va y venir dans un instant. Et puis, j'ai mis la barre. On voit la barre du bateau, là, le gouvernail. Eh bien, ce gouvernail, j'ai écrit réflexe conditionné, apprentissage. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas piloter un bateau sans de nombreuses heures de pratique. De telle sorte qu'au moment où arrive quelque chose, le capitaine du bateau, il va agir de manière réflexe. C'est parce qu'il a des milliers d'heures de conduite qu'il sait comment il faut agir quand ses instruments de bord, ses radars et tout lui disent quoi faire. Sauf que là, j'ai mis un bateau, on aurait pu mettre un tableau de bord d'une navette spatiale, etc. Mais le corps humain, c'est beaucoup plus complexe encore que tout ça, parce que le corps humain, ce sont des millions de propriocepteurs, des centaines de milliers dans le corps, et on est capable de grandes choses. Alors, maintenant, on rentre dans le vif du sujet, parce qu'il fallait avoir des bases. Oui, Hein, exactement. Maintenant, on va pouvoir comprendre la suite, en fait. on va comprendre la suite.
Parce que si je prends les capteurs posturaux, si on demande à un posturologue ou un kinésithérapeute ou un podologue posturologue, il nous dit les capteurs posturaux, il y en a au niveau de la tête et de tout le corps. Au niveau de la tête, on a les yeux, l'oreille interne avec le système vestibulaire et la mâchoire, les capteurs mandibulaires qui sont très importants au niveau de la mâchoire. C'est moins connu du grand public, mais la mâchoire est tellement importante que s'il y a des déséquilibres au niveau de la mâchoire, ça se reflète dans toute la posture du corps. On va parler, les posturologues parlent de pathologie descendante au niveau postural. Si la mâchoire est déséquilibrée, ça va vous créer des déséquilibres, y compris de la cheville, et d'avoir des problèmes au niveau de la cheville. Bien sûr, on peut avoir une pathologie montante, c'est le but des podologues, si j'ai un déséquilibre de la cheville, ça peut impacter la mâchoire. Et parfois, on se retrouve avec des gens qui ont des corrections de mâchoire alors qu'il aurait fallu travailler sur les chevilles, ou des corrections de semelles alors qu'il aurait fallu travailler la mâchoire. Ça, c'est ce qui se passe quand on n'a pas de vision d'ensemble des choses. C'est pourquoi il est important que les podologues aient une formation en posturologie et intègrent la mâchoire, et que le dentiste ait une formation en posturologie et intègre les pieds. Au niveau du corps, on a tous les capteurs cutanés, les capteurs proprioceptifs dans chaque muscle, articulation, tendon, ligament et j'insiste, fascia, parce que c'est très innervé en propriocepteur, et les capteurs au niveau podo qui sont un peu plus riches que les autres au niveau des pieds, au niveau de la plante des pieds. Donc, si on regarde bien, premier centre de gravité, j'ai mis sur la jeune fille, j'ai pas osé le mettre sur son visage parce qu'elle était tellement rayonnante que je l'ai pas mis là, mais on voit bien que j'ai 3 capteurs au niveau du visage et 3 au niveau du reste du corps. Et le reste du corps, son centre de gravité, c'est le centre. Donc, je me retrouve bien avec 2 centres de gravité en quelque sorte au niveau postural. Je veux dire, je tournais la page trop vite, s'il y a un déséquilibre sur un des capteurs, ça affecte les autres qui doivent compenser. Donc, si j'ai un déséquilibre au niveau du système visuel, la mâchoire, le vestibule et les autres doivent compenser. Vice-versa, si j'ai un déséquilibre au niveau proprioceptif, les autres doivent compenser. Donc, c'est très important d'avoir toujours cette vue d'ensemble. Donc, ce que je viens de dire pour les dentistes et les podologues s'applique aussi aux spécialistes du système visuel, tu vois. Parce que si j'ai un déséquilibre au niveau des yeux et que je ne tiens pas compte des autres capteurs, je peux faire des bêtises. Donc, c'est très important d'avoir cette vision globale. Et il faut vraiment imaginer un alignement entre les deux centres, hein. C'est vraiment, Oui, s'il y a un des deux centres qui est un peu déséquilibré, pouf, il va emmener l'autre centre avec lui. C'est vraiment imaginer cette dynamique entre les deux. Bon, alors ici, on le voit dans la vidéo, mais pour ceux qui nous écoutent, voilà, ces deux ouais. points qui fonctionnent ensemble, quoi, qui bougent ensemble. Sans arrêt, sans arrêt. Un tout petit déséquilibre en haut et tout le bas va compenser. Et je vais vous expliquer grâce à un réflexe qui s'appelle réflexe de redressement de la tête oculaire et labyrinthique. Si je prends les sens maintenant, on s'est arrêté, je crois que c'est Aristote qui disait qu'il y a 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût, mais aujourd'hui la médecine nous dit qu'il y en a bien plus que Ouais, 5. hein. Et je les ai mis là, j'en ai compté 11 sans trop me creuser la tête, mais donc, et ça me tombe bien, non pardon, 10, et ça tombe bien parce que ça fait que vue, ouïe, goût, odorat, et le sens vestibulaire, le sens de l'équilibration, se passe au niveau de la tête. Donc là encore, premier centre de gravité, vue, oui, goût, odorat et sens vestibulaire, c'est dans la tête que ça se passe. Et il nous reste le toucher, la proprioception, la nociception, la douleur, la kinesthésie, le corps en mouvement, et l'interoception, la perception des organes. Ça touche tout le corps. Donc le centre de gravité de tout le corps, c'est bien le nombril. Donc on a 5 si on prend ces 10 sens, c'est communément accepté que c'est les 10 sens du corps humain, eh bien on a 5 qui se retrouvent au niveau du visage et 5 dans le reste du corps. Et là encore, on retrouve ces 2 centres. Si j'ai un déséquilibre au niveau, bon alors, le goût et l'odorat, à ma connaissance, il n'y a pas trop d'implications sur l'équilibre, mais la vue, l'ouïe et le sens vestibulaire très fortement. Et puis les autres sens que j'ai mis, c'est surtout le toucher, la proprioception et la kinesthésie qui ont un impact sur la posture. Ça revient au capteur que j'ai montré avant. Mais là, je vous l'ai présenté sous forme de sens. On a quand même une égalité là au niveau de ces 2 centres de gravité qui est très importante. Je vais parler un tout petit peu des réflexes, c'est-à-dire que le bébé, pour développer son schéma corporel, il doit passer par différentes étapes. Tout le monde sait ça. Et ces étapes, ce sont ces réflexes archaïques on parle d'abord des réflexes viscéraux, hein, comme une première couche, ça c'est la survie. Si j'ai pas de réflexes viscéraux, je suis mort. Il n'y a pas de respiration, il n'y a pas de cœur qui bat, il n'y a pas de tronc cérébral, il n'y a aucune régulation. Donc j'ai besoin d'un corps qui fonctionne avec ses viscères, avec ses glandes, avec son cortisol, son adrénaline, son ocytocine, etc. Donc ça c'est au niveau viscéral. Quand ça fonctionne, eh bien, mes réflexes archaïques peuvent se mettre en place, qui vont laisser place aux réflexes de vie. Les réflexes de vie, ce sont toutes ces réactions d'équilibre, de stabilité, etc., qui vont prendre le relais des réflexes archaïques. On parle souvent de réflexes posturaux.
Et puis, ben, mon schéma corporel va se développer via ces réflexes archaïques. Réflexe d'agrippement de la main, réflexe d'agrippement du pied, réflexe spinaux au niveau de la colonne vertébrale, réflexe au niveau du cou. Il y a plein de réflexes au niveau du cou. Certainement, vous avez entendu parler de réflexe tonique asymétrique du cou, réflexe de Moro, réflexe tonique labyrinthique. Ce sont des réflexes au niveau du cou. Et donc, le bébé, il a tous ces réflexes. Il a plusieurs dizaines de réflexes à la naissance et progressivement, ces réflexes vont disparaître, vont s'inhiber plus exactement, pendant que le néocortex va se développer progressivement et il y a une corticalisation qui se fait pour aller vers du mouvement contrôlé, volontaire, régulé par la volonté, en quelque sorte. Et donc, j'ai remis dans ce schéma le schéma corporel avec ces 6 aspects, parce qu'au fur et à mesure que je grandis, je prends plus contrôle de ma mâchoire, de mes fonctions OMF, de ma respiration, de ma latéralisation, de mon équilibre postural, de ma capacité à me relaxer et de ma capacité à me coordonner, pour aller vers l'extérieur de mon schéma. Et j'ai mis le cosmos parce que le bébé, quand il vient au monde, il va être confronté au cosmos. Et j'ai mis les apprentissages conditionnés, c'est-à-dire l'apprentissage. Je suis libre d'apprendre. C'est ça qu'on veut pour nos enfants et pour nous tous, d'avoir plus de capacité d'apprentissage. Ça veut dire de grandir, d'évoluer. Alors, ça va faire peur, mais j'ai mis 2 tableaux. Chronologie embryonnaire des capteurs posturaux et une autre qui sera chronologie des réflexes OMF. Mais je ne vais pas les lire en détail maintenant, mais c'est pour dire que ça commence très tôt, le système sensoriel. 5 semaines, c'est le toucher. Et je veux juste insister là-dessus. En embryologie, le premier sens qui se développe, c'est le toucher. Voilà. Et la zone en premier qui se développe, c'est le nez et les lèvres. Vous vous rappelez céphalocaudal? Regardez, 5 semaines, lèvres et nez, 9 bras, menton, paupières, 10 jambes. Donc, on est toujours dans du céphalocaudal, mais qui commence par lèvres et nez, c'est-à-dire mastication, succion, ce qui va être ça, et respiration, bien sûr. Après, ça continue, d'autres choses se mettent en place. Mais je voulais juste insister là-dessus, d'abord ça, parce que les premiers réflexes qu'on va voir, ce seront des réflexes archaïques au niveau de retrait, de protection, réflexes nauséeux, réflexes qui commencent du haut. Mais, nos 2 centres de gravité. Là, j'ai mis les réflexes OMF. Si on regarde, 4-5 semaines, c'est la formation du placode oropharyngé. Donc, il commence à y avoir les nerfs crâniens et tout, bref. 7-8 semaines, c'est pas long, 7-8 semaines, hein, on est toujours en phase embryonnaire. Premier mouvement visible chez un embryon, la langue. Voilà, cette fameuse langue. C'est le premier truc, c'est pas les doigts, c'est pas le cœur, c'est la langue. Ludivine me disait, à quel moment tu sais, toi, enfin si tu sais certainement, ça se différencie, la langue, qu'elle commence à se faire et qu'il n'y a pas le frein de langue, où tu disais, avant c'est collé chez l'embryon, puis après la langue se décolle, tu sais. Ça se fait très très tôt. Alors, je ne saurais pas donner une semaine en particulier, mais ça se C'est joue donc pendant avant ça, quoi. pendant le premier trimestre de grossesse. Quand Ouais. j'ai une maman enceinte qui vient me voir et qui me dit, Caroline, est-ce qu'il y a encore moyen d'éviter à mon enfant de naître avec un frein lingual restrictif? Et j'ai dit non. Après 2, 3 mois, c'est Non, trop c'est ça. tard en fait. C'est Donc ça. c'est vraiment, ça joue dès le départ, ça joue dès les premières semaines. Ouais. Alors, Ouais. regarde ce que j'ai mis dans le tableau. Tu sais, le parallèle que je fais, c'est pas juste un truc qui vient de notre imagination. Apparition, premier mouvement de langue, 7 semaines. Cordon pleinement fonctionnel, 7 semaines. Voilà, Et nos 2 pourquoi? centres. Voilà, nos 2 centres. Ils se forment au même moment, à la semaine près. Et le cordon, il va se connecter et à partir de là, l'embryon va tourner, enfin, il peut bouger dans tous les sens Voilà, à partir de ce centre de gravité. c'est Il va ça. explorer son corps du centre vers la périphérie. Bon, après, réflexe de succion, il apparaît déglutition, réflexe nauséeux, retrait, etc., etc. Ce n'est pas le but de cela. Je veux juste dire que les réflexes OMF font partie des réflexes faciaux. Il y a plein d'autres réflexes au niveau visuel, au niveau plein de réflexes faciaux. Il y en a une quarantaine, dont les réflexes OMF. Et les réflexes faciaux font partie des réflexes archaïques et posturaux Voilà. qui sont encore plus nombreux. Tu vois, en vert, attends, c'est quelle couleur? Dans la colonne de gauche, j'ai mis visage. Donc voilà, tous ceux qui ont une petite truc violet, c'est le visage, dont les fonctions MF, mais il y en a plein d'autres, les mains, les pieds, évidemment, etc. Mais évidemment, si on regarde tout en haut, alors moi, c'est caché par la barre là, je vois réflexe de retrait, c'est un réflexe au niveau du visage, c'est le réflexe de retrait. C'est la première chose qui est visible en embryologie par les spécialistes, c'est que cette zone tactile, quand on la touche, donc là, on est à quelques semaines, on avait vu, hein, à 7-8, je touche, il y a un retrait du bébé. La première réaction de vie qui existe chez un animal, en tout cas chez Homo sapiens, se voit au niveau tactile, au niveau de la bouche et des lèvres. Plus tard, cette réaction va se transformer dans tout le corps. C'est-à-dire que si je pique un bébé à la naissance,
au pied, il va enlever son pied. Mais si je le fais à quelques semaines dans le ventre de la mère, et c'est ce que font les spécialistes, il ne réagit pas au niveau des pieds, ni même des mains, ni même d'ailleurs que la bouche, les lèvres. Et c'est comme si la sensibilité tactile commence, enfin, c'est pas comme si, elle commence en céphalo, puis caudale progressivement. Mhm. Ça va, ça? C'est normal parce qu'elle suit le développement du système nerveux. Hein. S'il n'y a pas de système nerveux, il n'y a pas de réaction possible. Et c'est là où le fameux centre de gravité, oublié pendant très longtemps au niveau des fonctions OMF, prend tout son sens. Exactement. Euh, et oui, prend vraiment tout son sens, quoi. Ouais, parce que tu vois, dans le monde des réflexes, tout le monde parle du réflexe de retrait, le fameux RPP, réflexe de peur paralysante. Et c'est en étudiant avec toi, j'ai dit, mais il y a des trucs avec le réflexe nauséeux, l'apparition de la langue et tout. Et c'est quelque chose qui est très important dans le monde des réflexes parce que si ça dysfonctionne, il y a énormément de choses qui dysfonctionnent dans la matrice réflexe, dans le système réflexe. Et Mhm. sauf que bah, dans le monde des réflexes, il n'y a pas de technique au niveau OMF véritablement, et c'est pourquoi je veux travailler avec toi. Alors, tout ça, c'est de la belle théorie, mais le bébé dans tout ça, Mazgutova le nomme l'intranaute, parce que ces deux centres de gravité, il va les explorer en mouvement. Une mère qui nage, une mère qui fait du yoga, une mère qui court, etc. Le bébé, son cordon ombilical à 7 semaines, il est accroché, et donc lui, il va pouvoir bouger dans tous les sens dans ce ventre. Il va pas développer son corps avec la notion de droite, de gauche, de haut, de bas, de avant-arrière. C'est centre-périphérie. Et voilà, on l'imagine, le bébé, il est à l'intérieur du ventre de sa mère, il est retenu par le cordon ombilical, il va tourner autour de tout ça. Mhm. Et à la naissance, il y a un changement de paradigme énorme. Cet intranaute, il devient une sorte d'extranaute, il va sortir et le monde entier sera à sa disposition. Et ce centre de gravité, c'est extraordinaire parce qu'il a exploré dans son ventre autour de son nombril, mais le nombril, pardon, autour de son cordon ombilical, mais ce cordon ombilical, bah, à la naissance, en quelques minutes, il va arrêter de fonctionner, il ne sert plus parce qu'il va. Mhm. Pourquoi? Parce qu'il va utiliser ses fonctions oro-maxillofaciales pour survivre. Il était nourri par ce premier centre de gravité d'un point de vue physique d'explorer son C'est corps, ça. mais tout d'un coup, on coupe le cordon, c'est le mot, plus d'oxygène, plus de nutrition, il va falloir qu'il s'oxygène par le nez et qu'il se nourrisse par la fameuse succion, enfin pas mastication encore, mais mouvement de langue, de palais, de déglutition. Donc tout d'un coup, la première connexion qu'il doit créer, c'est nombril, transfert à nez-bouche. Mhm. Ça, c'est très important. Et donc, c'est ce qu'on appelle, et c'est ce qu'on enseigne nous en premier en IMP, c'est une particularité qu'on a en IMP, on commence par ça, rayonnement du nombril, étoile à 6 branches, réflexe de centrage, c'est le nom qui a été donné. Hein, si on regarde quelqu'un qui saute, qui bouge, qui marche, bah, il y a toujours, c'est quoi les 6 branches? C'est la tête, le sacrum coccyx de l'autre côté, les 2 bras, les 2 jambes. C'est très important, sacrum coccyx, c'est parce que c'est la sortie du système digestif. En vrai, c'est la bouche d'un côté et l'anus de l'autre. Donc, c'est tout ce système qui doit être initialisé, mais c'est aussi toute la colonne vertébrale, depuis les premières cervicales, depuis le crâne, les premières cervicales, le crâne, jusqu'au dernier, le coccyx. Mhm. Et ça, c'est très important. Alors, le bébé, ben voilà, c'est un mammifère, il va téter et il va utiliser cette succion, tout va passer par cette bouche, c'est-à-dire toute sa sphère d'exploration, sa première sphère cognitive, c'est la bouche. C'est la bouche, c'est la bouche, et c'est la bouche, tout le plaisir, etc. Même Mhm. Freud disait que le bébé, il a des orgasmes à téter, et que quand il s'endort, c'est pas juste il s'endort, il a un orgasme, et il s'endort Ouais. du repos de l'orgasme que nous connaissons tous, et c'est comme ça qu'on a fait les bébés d'ailleurs. Donc, il n'y a pas. J'ai mis cosmonaute parce que cosmonaute, c'est l'imaginer qu'il gravite autour des planètes. Mais quelle planète? C'est avec le sein. Voilà, il va graviter autour du sein, c'est ça sa planète. Et puis, regardez cette tête. La tête du bébé, parce qu'on parle de centre de gravité, hein, c'est à la naissance un tiers du poids de Ouais. son corps. Je ne sais pas si vous réalisez un tiers du poids du corps. Alors que moi, je ne suis pas fort en maths. Imaginez que vous pesiez 60 kilos. Ça voudrait dire que votre tête en fasse Ouais, on fait 20. 20. Mais notre tête, en vrai, elle en fait que 5 à peu près. Ouais. Donc, imaginez prendre un haltère, le faites surtout pas, hein, vous allez aller à l'hôpital, hein, de 15 kilos, de mettre ces 15 kilos sur votre tête. Vous voyez, 15 kilos, si vous allez à la salle de gym et que vous prenez 15 kilos pour faire le biceps, c'est que vous êtes très fort. Parce que 15 kilos comme ça, c'est très fort. Mais vous les mettez sur votre cervicale, en haut, Ouais. et vous bougez votre tête. Vous imaginez, c'est ce que fait le bébé. Tous les mouvements, toutes ces chaînes myofaciales, etc., vont être initialisées par cette tête hyper lourde. On parle de centre de gravité, c'est au nombril, mais pas chez le bébé, parce que le bébé, il a cette tête qui fait un tiers du poids de son corps. Et il va falloir qu'il compose face à la gravité avec cette gigantissime tête. Et pourquoi il a cette tête gigantissime? Parce que le développement se fait en céphalo-caudal. C'est d'abord la tête, et ensuite,
tout le corps va se développer à partir de cette tête. Mais la tête est déjà énorme à la naissance. Les yeux ont déjà la taille des yeux d'adultes quasiment à la naissance. Et Mhm. donc, ça va se développer. Donc, il va être au sein de sa mère, il va se retourner, il va bouger, il doit soulever cette tête, etc. Et j'insiste là-dessus parce qu'en IMP, on va faire beaucoup de mouvements comme ça pour remettre en place les fonctions. On va se remettre au sol, on va faire les mouvements. Et le bébé, il grandit. Et s'il a de la chance, il va continuer à téter jusque grand pendant plusieurs années. J'insiste parce que IMP, c'est intégration motrice primordiale. Le mot primordial, c'est de revenir aussi à des choses basiques. C'est de comprendre des choses. Je sais que ce n'est pas politiquement correct ce que je vais dire, mais aujourd'hui, les préhistoriens sont unanimes. Quand on regarde les dents, les ossements qui sont trouvés, il est évident que dans les tribus, pendant des millions d'années, on a allaité nos enfants au moins 4, 5 ans, 6 ans sans aucun problème dans certaines tribus. Donc on pense que l'âge pour Homo sapiens classique de l'allaitement, c'est au moins 3, 4, 5, 6. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus, toi, la Non, tout à spécialisée. fait. Je suis absolument d'accord avec toi par rapport à ça. Et c'est vraiment les prérequis pour les fonctions OMF, hein, téter au sein de la maman pour le bébé. C'est un apprentissage, c'est un entraînement qui va lui permettre du coup de grandir et puis après de pouvoir facilement manger, mastiquer, déglutir une alimentation plus solide. Mais il ne sait pas mastiquer et déglutir une alimentation plus solide du jour au lendemain. Il y a tout un apprentissage qui va se faire à travers en fait ces réflexes faciaux. Oui, Ce sont des prérequis, vraiment ces premiers mois, ces premières années au sein sont en fait les prérequis pour la suite avoir des bonnes fonctions OMS OMF. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que dans la population générale, on retrouve de plus en plus de dysfonctions oromaxillofaciales parce qu'en fait, les enfants d'aujourd'hui ne bénéficient plus de ces prérequis au sein sur plusieurs années. Euh, ouais. et comme tu l'as très bien dit, les anthropologues ont retrouvé, via les dents de lait, etc., des traces que nos ancêtres allaitaient leurs enfants sur plusieurs années. Oui, Oui, ça a sur été bien plusieurs années. démontré. Et le changement a eu lieu avec l'invention de l'agriculture et au néolithique. Et donc, il s'est passé Exactement. deux choses. On a arrêté d'allaiter nos enfants longtemps et l'alimentation a changé. Et c'est deux Exactement. choses qui ont fait beaucoup, qui ont un impact majeur, majeur, Voilà, majeur, majeur. exactement. C'est vraiment la sédentarisation et le fait que les femmes aient dû aller travailler au champ parce qu'il fallait s'occuper des champs et des bêtes. Et donc pour ça, elles ont dû trouver des alternatives pour gagner du temps et aller travailler C'est ça. et trouver des alternatives pour s'occuper de leurs bébés, de leurs enfants. Donc ouais, ça Du part de coup, là. elles ont eu des grossesses rapprochées et du coup, les humains ont devenu très nombreux sur la planète de manière exponentielle très rapidement, hein. À Oui, l'échelle du temps, c'est devenu oui, très, très rapide. oui. Alors, ce bébé, il explore le monde, voilà, puis progressivement, il va chercher à se redresser, mais il faut imaginer que c'est énorme avec cette tête-là. Ça implique au niveau musculaire, au niveau cervical, au niveau du corps, il va avoir plein d'informations. J'ai parlé de ces capteurs posturaux, mais c'est une initialisation majeure parce que comme cette tête est très lourde, c'est grâce à ça qu'il va y avoir plein d'informations proprioceptives, vestibulaires, des informations kinesthésiques de tout le corps. Et c'est majeur. Puis le bébé, il va passer beaucoup de temps au sol, il va se retourner, donc beaucoup d'informations tactiles. Il va beaucoup. Ça, c'est majeur dans tout son développement. Pourquoi? Parce que, en fait, là où je veux aller, c'est qu'il va mettre en connexion ces deux centres de gravité, la Mhm. tête et le corps. Mais il y a un boulot à faire pour que les deux puissent s'aligner et fonctionner correctement. La tête est très lourde, mais il va se redresser progressivement, ce qui va faire que, voilà, c'était pas si dur, je vais y arriver, je vais finir par pouvoir me mettre debout. Et là, tout se met à changer à ce moment-là. Et c'est ça qui nous fait être des êtres humains, c'est qu'on va pouvoir courir, sauter, nager, grimper, faire des choses extraordinaires. Voilà. Et dès que les enfants dès qu'ils peuvent, ils veulent explorer, faire du patin, aller dans les arbres. Par quoi? Centre de gravité, centre de gravité, centre de gravité, système vestibulaire, proprioceptif. Je bouge donc j'existe, je bouge donc je suis. Et ensuite, on va pouvoir faire 1000 choses extraordinaires. Normalement, notre corps, c'est danser, c'est jouer, c'est plein de choses fantastiques que les humains peuvent faire. Et voilà. Donc, quand Paul, je t'interromps 2 secondes. On peut imaginer du coup qu'un bébé qui a des dysfonctions oromaxillofaciales, donc du coup qui a un centre de gravité au niveau de la bouche qui est pas tout à fait comme il devait être parce qu'il y a des difficultés de succion au sein, parce qu'il y a une bouche qui s'ouvre un petit peu plus que ce qu'on nous le voudrait, une respiration buccale qui se met en place, eh bien tout ça va impacter ce développement psychomoteur, cette évolution et cette connexion. La connexion entre ces deux centres de gravité va être plus difficile et il va avoir plus de difficultés à s'asseoir, à se retourner et puis à se mettre debout et à faire toutes les cabrioles que tu nous montres ici en image. c'est exactement ça, c'est exactement ça. Et tu vois, c'est hyper important parce que quand on va se retrouver plus tard avec un enfant
ou un adulte ou une personne âgée qui a des difficultés. Et je ne parle pas qu'au niveau postural, parce que j'y reviens dans un instant, mais comme je l'ai dit, les réflexes, ils ont un impact, ou plutôt, je ne devrais pas dire les réflexes, les schèmes, les patrons qui sont à notre disposition ont à la fois un aspect physique, coordination, préhension, etc., mais aussi cognitif et aussi émotionnel. Donc quand plus tard je peux rencontrer des difficultés cognitives, posturales ou émotionnelles, l'idéal va être de renouer avec ces schèmes-là. Et comment je vais renouer avec ces schèmes? En travaillant mon centre de gravité du bas, certes en allant au sol, me retourner, etc., mais aussi il va falloir que j'ai des choses pour travailler au niveau des fonctions OMF, c'est-à-dire la respiration. Tu sais, là, depuis quelques temps, j'ai décidé de créer un atelier qui s'appelle Bouge et respire avec l'IMP. Mhm. Et d'habitude, dans l'IMP, il n'y avait pas beaucoup de techniques de respiration, il y avait surtout des mouvements au sol et tout. Et là, il y a des gens qui ont fait avec moi les cours et qui sont certifiés en IMP et qui connaissent tous les mouvements, je dirais du centre de gravité nombril, et Mhm. qui les font très bien. Mais sauf que maintenant, mes séances font moitié ça, moitié des exercices de respiration et tout. Mhm. Tu verrais les commentaires que les gens me disent à quel point ça change leur vie. Ah, parce que j'avais oublié avec toutes ces années. Je dis j'avais oublié, pas tout à fait, parce qu'on a des tas de techniques au niveau trijumeau, au niveau Oui. des tas de techniques au niveau OMF qu'on enseigne. On a même un cours spécifique sur le sujet. Mais on n'y accordait pas autant d'importance qu'on le devrait. Et c'est parce qu'on a travaillé avec toi et qu'on échange beaucoup depuis ces derniers temps qu'on a dit il faut qu'on aille plus loin. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas enfin, allez, je vais dire, il n'y a pas une. C'est rare, je vais dire comme ça. C'est rare de voir une personne qui rentre dans nos cabinets, que ce soit pour des histoires de développement personnel, entre guillemets, d'enfants en échec scolaire, de personnes qui n'est pas bien émotionnellement, ou des gens qui ont des troubles posturaux. Je vais dire, le jour où tu en vois un qui rentre et qui n'aurait pas de trouble OMF, qui respire bien, qui a la langue bien positionnée et tout, je veux dire, c'est le jour où ça arrive, je fais, oh, Ouais, bingo. moi aussi, je Tu sors la vois. bouteille de champagne. Voilà, champagne. Et des fois, je dis non, 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 non. Et tu vois, c'est comme moi, j'ai travaillé toute ma vie avec les enfants en difficulté scolaire, ceux où je vois qu'ils sont capables de se mettre debout en équilibre sur un pied ou qui n'ont pas de difficultés proprioceptives, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais, tu vois. Et quand je pose des questions, est-ce qu'il a été allaité ou comment s'est passée la naissance? Jamais ça s'est bien passé. Jamais. Ouais. Attention, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit 100% des enfants qui ont eu des difficultés à l'accouchement ou qui n'ont pas été allaités ont des problèmes, mais j'ai dit dans ceux qui viennent nous voir, ils ont tous eu ça. Donc il y en Ouais. a qui se sont bien remis en place tout seuls et qui, Voilà. grâce à l'ostéo ou un autre mode de vie ou plein de choses, ils ont réussi Mhm. à mettre en place de la résilience. Mais sauf que la majorité qui n'y arrive pas, on les retrouve dans nos cabinets. Donc Mhm. il va falloir aussi travailler systématiquement sur la langue, la respiration, tout le monde parle du nerf vague de nos jours à juste titre, et c'est très important, mais il ne faut pas oublier le trijumeau. D'ailleurs, ils sont en lien et tout ce Ouais. que ça fait au niveau mastication, respiration, succion et tout. Enfin, ça, Mhm. tu sais, évidemment. Mais c'est pour ça que je veux dire ces deux centres de gravité, quand l'un des deux dysfonctionne, forcément, ça affecte l'autre. Ouais. Ça m'affecte dans mes mouvements, dans ma cognition, dans ma posture, dans mes émotions aussi. Tout Donc, quand à tout fait. va bien, je suis bien aligné dans mes deux centres, entre mon SDG, mon CDG, centre de gravité, et mon centre OMF, respirer, mastiquer, déglutir. Mhm. C'est comme vraiment deux centres autour duquel tout notre corps tourne, littéralement. On a appris à tourner autour de notre cordon ombilical, mais ensuite, on a dû refaire composer avec la gravité une fois qu'on est sorti de notre ventre de notre mère, et ça devient littéralement le centre physique de gravité, mais avec une tête si lourde dans laquelle se logent nos sens, la majorité de nos sens et de nos capteurs posturaux et des fonctions aussi anodines, soi-disant anodines pourquoi je dis soi-disant anodines que la mastication, la déglutition, la respiration, c'est qu'on n'y fait pas attention. C'est Ça ça. marche tout seul. Et pourquoi on n'y fait pas attention et que ça marche tout seul? Parce que c'est la condition de la survie. Mhm. Et donc, du coup, soit ça marche, on est vivant, soit ça marche pas, on est mort. Et si ça marche pas bien, on va survivre, on respirera mal, on mastiquera mal, on aura plein d'autres problèmes, mais nous, ça ne peut pas venir de là, puisque bah, je mange. Il faut vraiment être très très vieux ou grabataire pour qu'on nous mette une ligne, comment vous dites, un cathéter, Ouais. voilà, et que là on dit, là vraiment, et la fin de sa vie, il ne peut plus manger ou sous respiration artificielle. Il faut en arriver là pour dire, oh, il y a un trouble OMF. Ouais, ouais, non, tout à fait. Ouais, ça a été en fait beaucoup oublié parce que ça a toujours été quelque chose au départ de naturel grâce à l'allaitement. Et c'est vraiment Oui, suite à cette modification, alors grâce à l'allaitement et grâce à la au, naissance naturelle, à la naissance physiologique, l'allaitement physiologique, le portage physiologique, enfin voilà, le voilà. mode de vie que Lady Sapiens, moi comme je l'appelle, elle avait un mode de vie qui était très sain, très naturel, très physiologique. Et on Oui, est vraiment sorti, mode de vie.
qui était très sain et très physiologique et qui était très important pour le développement et l'acquisition de nos fonctions oromaxillofaciales au fil des mois, au fil des années. Mode de vie qu'on a complètement perdu en fait avec une société qui a Oui, complètement changé et qui fait que maintenant on se retrouve dans un système où, ben oui, on doit faire des exercices pour apprendre à respirer, on doit faire des exercices pour apprendre à mastiquer. Mais il faut savoir qu'au départ, tout ça était 100% naturel, il n'y avait rien à faire parce que le mode de vie le permettait. Et suite à ce changement radical de mode de vie, ben, on est dans une situation où maintenant, ben, on doit faire des bilans, on doit oui, se rééduquer, on doit s'éduquer, on doit faire des extensions de palais, on doit faire des choses parce que le mode de vie actuel ne nous permet plus ce développement physiologique des fonctions OMF. oui. Je sais que les gens ont du mal à comprendre et je vais un tout petit peu insister sur cette histoire de chronologie. Lady Sapiens, Homo sapiens, rien que nous, c'est 300 000 ans. Et 300 000 ans, bah, c'est très long, mais le changement est intervenu. La généralisation de l'agriculture, si je prends la France, tu vois, c'est 6 000 ans à peu près. Donc 6 000 ans ramenés à 300 000. Ouais, Évidemment, quand je dis 300 000, c'est un peu stupide parce qu'en vrai, c'est avant ça des millions d'années d'évolution du ouais, genre Homo. C'est 2 millions d'années le genre Homo. Donc le genre Homo qui est debout, qui mastique et qui respire comme nous le faisons et qui avait certainement un langage pour la plupart d'entre eux il y a très longtemps, c'est, tu vois, donc c'est très très peu. Or ce changement d'un point de vue génétique et ouais, évolutionnaire, il est extrêmement rapide parce qu'on tout à ne se rend fait. pas compte, mais 5 ou 6 000 ans, c'est rien dans Rien. l'évolution d'une espèce. C'est rien. Dans notre ADN, il n'est même pas au courant qu'il y a eu ce petit changement qui s'est passé. Exactement. Au niveau épigénétique, oui, mais ça n'a rien à voir. Au niveau de l'évolution des espèces, on n'est même pas encore au courant. Ça se trouve, demain, le désastre écologique fait qu'ils ne revivront que des tribus. Dans 300 000 ans, on n'aura aucune marque qu'on a été sédentaire à un moment donné, etc. Oui, C'est trop rapide. tout à Enfin, fait. c'est trop rapide. C'est pas... Non, non, Donc, et là, moi, j'aime bien prendre un exemple. C'est typique, typiquement l'exemple du lait de vache avec le lactose, la caséine de lait de vache, où en fait, tu sais, il y a toute une série de personnes oui, qui n'ont pas l'enzyme pour oui, digérer cet aliment-là, mais parce qu'en fait, tout simplement, d'un point de vue de l'évolution, l'introduction du lait de vache dans l'alimentation, et en fait, ça date d'hier. Donc, le corps n'a pas du tout eu le temps encore de s'adapter pour digérer ce genre d'aliments. Je prends l'exemple du lait de vache, mais c'est l'exemple de tous nos aliments transformés, etc. Tout ça a été beaucoup trop rapide, comme tu dis, le corps n'est même pas au courant. Donc, et on n'est pas au courant. Voilà. Alors, c'est pas pour rendre les choses dramatiques, mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, sachant cela, c'est sûr que nos enfants, ben, ils mangent des choses qui sont un peu molles, mais du coup, puisque c'est comme ça, ben, obligés, ils vont faire des exercices de rééducation à côté. Nous, on voit des enfants ben, qui bougent plus parce qu'ils sont assis toute la journée à l'école, puis après, ils sont assis derrière un écran. Ben, forcément, ils sont en carence proprioceptive. On peut le dire, ils sont en carence ouais, proprioceptive kinesthésique. Et leur corps n'a plus assez d'informations, mais du coup, ils doivent compenser. Et là, aujourd'hui, il y a encore des études qui viennent de sortir, on tire le signal d'alarme, c'est une catastrophe ce qui est en train de se passer pour nous. Alors voilà, c'est pas pour être dramatique, parce qu'au contraire, on a des solutions à proposer. Et ouais, dire qu'aujourd'hui, on a la technologie, les ouais, thérapies, les tout à fait. rééducations qui permettent de compenser les choses. Ça n'empêche pas que si on peut changer notre mode de vie, de mettre nos enfants plus dehors, de pas trop porter de chaussures, de allaiter nos enfants, c'est l'idéal de manger des choses plus qui viennent de la nature plutôt qui sont dans une boîte en carton ou en plastique. C'est toujours mieux, évidemment. Je veux juste insister sur un tout petit truc pour comprendre ce lien entre les deux. Ça s'appelle le réflexe de redressement de la tête oculaire et labyrinthique. Il faut savoir que juste là, au niveau sous-occipital, les muscles qui sont sous l'occiput, ce sont les plus innervés en propriocepteurs. Alors quand je dis le plus innervé, ce n'est pas dans le chiffre absolu, parce que c'est des tout petits Ouais. muscles, mais c'est au centimètre carré. Ça veut dire, et j'encourage tous les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent de faire l'expérience suivante. Vous allez voir, c'est incroyable. Si je mets mes doigts à la base de mon crâne, sous l'occiput, et que je ne bouge pas mon crâne du tout, je ne bouge pas ma tête, mais je bouge mes yeux, en haut, en bas, à droite, à gauche, surtout si vous faites droite et gauche. Vous allez sentir que ça bouge sous vos doigts. Tu sens, toi, Caroline? Ah, incroyable, oui, oui, complètement. Ça bouge à fond sous tes doigts. Or, tu n'as pas bougé la tête. Non, Et or, toi qui es docteur, tu peux nous confirmer que les muscles qui font bouger les yeux, ils sont bien au niveau des yeux et ils ne sont pas à l'arrière du cou. ouais, Ça veut dire que dès que tu bouges tes yeux, ça bouge au niveau du cou parce que ton corps est informé du mouvement des yeux et les propriocepteurs réagissent ici à moins de 1 degré et disent attention, la tête va bouger. La tête va bouger parce qu'il bouge les yeux. Si la tête bouge, je dois réorganiser tout le corps parce que cette tête est très lourde. Il y a les capteurs vestibulaires qui sont au niveau de l'oreille et le moindre degré de changement, il faut que tout le corps soit informé parce que sinon je tombe. Le simple poids de la tête le fait de la tourner, je tombe. Donc il faut que mes chaînes myofasciales se mettent en place, etc. Donc même
le mouvement des yeux enclenche une réaction en chaîne. Mhm. Dans tout le corps. C'est majeur. Et on n'oublie pas que les yeux, c'est un capteur postural au même titre que la mâchoire et au même titre que le système vestibulaire. Donc on a mâchoire, système vestibulaire et yeux, qui sont ces capteurs au niveau de la tête, qui informent les muscles du cou de attention, il est en train de bouger ou de serrer les dents parce qu'il a peur et qu'il y a du stress. Et donc modifie toute ta posture. Tu vas prendre un coup ou il va se déplacer. Je dis prendre un coup quand on serre la mâchoire, on fait ça pour se protéger. Et il y a un réflexe chez le bébé. Si on prend un bébé et qu'on penche le bébé et qu'il est en train de regarder quelque chose, ça va faire comme les têtes des chats. Le bébé, il ne va pas garder la tête alignée avec sa colonne. Les yeux, le regard cherche toujours l'horizon. Ça s'appelle réflexe de redressement de la tête. Donc si je me penche en avant, en arrière et que je regarde quelque chose, mes yeux restent toujours à l'horizontale. Toujours, toujours. Je fais un grand cercle, c'est ce qui se passe. Et chez le bébé, ça fonctionne comme ça. C'est donc le lien de ces muscles-là entre la tête, mon centre de gravité du haut, et du bas, se fait par un réflexe. Ce réflexe, c'est un réflexe de vie, ce n'est pas un réflexe archaïque. En fait, au niveau du cou, il y a 5 réflexes, 4 archaïques qui vont progressivement disparaître au fur et à mesure que le bébé va s'asseoir et être capable de tenir sa posture, et il va laisser place à ce réflexe de redressement de la tête oculaire et qui fonctionne aussi quand j'ai les yeux fermés. À ce moment-là, on l'appelle les réflexes de redressement de la tête labyrinthique. Ça, c'est majeur parce que, encore une fois, c'est la musculature du cou, c'est-à-dire c'est cette jonction entre la tête si lourde et le corps, entre les fonctions oromaxillofaciales et le centre de gravité du bas qui va faire le lien. Donc les réflexes qui disparaissent, ce sera le réflexe de Moro, réflexe tonique asymétrique du cou, symétrique du cou, et réflexe tonique labyrinthique. Ces 4 réflexes vont s'inhiber progressivement au fur et à mesure que le bébé s'assoit et se met debout et vont laisser place au réflexe de redressement de la tête oculaire et labyrinthique. Et comme on l'a vu, chacun de ces réflexes, c'est un schème postural, cognitif et émotionnel, et ça implique beaucoup de fonctions. Donc s'il y a un dysfonctionnement, ça va dysfonctionner à différents niveaux. J'ai presque fini la conférence. Donc quand les centres sont alignés, tout va bien, mais j'ai voulu redire que on parle beaucoup du corps, mais qu'à chaque fois, il y a une fonction cognitive et émotionnelle derrière, mais que quand des centres ne sont pas alignés, ça crée un séisme, on dit l'épicentre du. C'est-à-dire que s'il y a un déséquilibre en haut, mâchoire, système visuel, dans mon centre supérieur ou dans mon centre inférieur, tout mon corps est désaligné et c'est comme un séisme. Et ce séisme, il peut m'affecter au niveau postural, évidemment, au niveau cognitif, difficulté d'apprentissage, concentration, lecture, écriture, calcul, etc. Ou au niveau émotionnel, je vais manquer de confiance en moi, j'ai du stress, j'ai peur, etc. Sachant que la plupart des réflexes de stress se manifestent aussi au niveau du centre supérieur, du centre OMF. Le réflexe de retrait, ça vient de la bouche. Le réflexe nauséeux, ça vient de la bouche. Les réflexes au niveau des yeux liés au stress, ça vient de là. Le stress, c'est comment les yeux sont connectés aux pieds. Dès que je perçois un danger au niveau visuel, mes pieds s'activent avec les chaînes musculaires pour enclencher la fuite, la lutte ou l'immobilisation. Donc ça part bien du haut, c'est normal, du cerveau, du haut du crâne, pour aller vers le corps. Mais si j'ai un déséquilibre en haut, ma perception est modifiée et souvent, je vais me retrouver en situation de stress, c'est-à-dire que si mes centres sont déséquilibrés, je vais être beaucoup plus sensible au stress, mais pas dans le bon sens, dans le sens où que je vais réagir très vivement au stress, je serai toujours au taquet, toujours dans l'anxiété, le qui-vive, etc., etc. Qui Et est pareil au niveau. incroyable parce que maintenant on sait que grosso modo 50% des enfants respirent par la bouche à l'heure actuelle. Donc ça Parce que, montre à quel point l'impact de cette oui, respiration buccale sur tout ce que tu viens oui, d'expliquer. oui, 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 oui. Et ça, c'est très important parce que justement, ça affecte quand je suis décentré. Tu vois, j'aime bien dire ça. 100% des gens qui viennent voir un médecin ou un psy ou un kiné ou quoi, ils viennent pourquoi? Parce qu'ils sont en déséquilibre. Et c'est pas, on dit pas un autre mot, on dit pas je suis désharmonisé, bon, docteur, ils ont un déséquilibre. Ce déséquilibre, il peut être postural, cognitif ou émotionnel, auquel cas tu vas plutôt voir un kiné, un psy ou pour le cognitif, je sais pas moi, il y a différentes choses, mais ou un logopède pour t'aider ou des choses comme ça ou de la rééducation. Mais n'empêche que c'est un déséquilibre. Donc l'être humain, il est toujours en recherche d'équilibre. Entendons-nous bien, l'équilibre, c'est pas statique, l'équilibre, c'est pas ça. L'équilibre, c'est dynamique, c'est toujours une interaction de différentes parties du corps. Mais quand je suis désaligné dans mes centres, je suis en déséquilibre. Donc, ça peut être à cause de respiration, mastication, déglutition, succion, etc. Ça peut être le manque de mouvement, ça peut être des réflexes pas intégrés, ça peut être le mode de vie, mais n'empêche que j'aurai un déséquilibre. Et Mhm. en comprenant le système
de ces deux centres de gravité et en comprenant les réflexes archaïques. Alors, je vais revenir un tout petit peu en arrière et c'est fini, hein, c'est mes deux dernières diapos. On a plein de réflexes, chacun a des fonctions différentes. Donc, nous, en IMP, on va pouvoir regarder un peu ce qui se passe pour comprendre où est le déséquilibre, tu vois, plutôt évidemment dans le centre du haut ou dans le centre du bas, et lequel. Parce que, évidemment, il y a des dizaines de réflexes. Le but n'est pas de chercher à inhiber les réflexes. Le but, c'est de remettre du mouvement dans ces deux centres. Une fois que ces deux centres fonctionnent, on s'en moque, nous, des réflexes. Les réflexes, c'est justement quelque chose qui doit s'inhiber pour laisser place à d'autres réactions. Mais ce qui compte, c'est ce que je veux faire de mon corps. Une fois que je suis aligné, une fois que j'ai remis ça dans le dessin du schéma corporel, hein, cet hexagone, une fois que mon schéma corporel est bien développé et mes centres bien alignés, ben, je peux faire tout ce que je veux. Parce que j'ai ma respiration et mes fonctions MF à disposition, parce que je suis bien équilibré, je reprends les mots-clés, et latéralisé, que je me relâcher mon corps, le tonus musculaire et me coordonner, ben, je peux faire tout ce que je veux, sauter, courir, grimper, et comme je disais, faire médecine, faire de la peinture, peu importe, chasser, cueillir, puisqu'on était ça, ou agriculteur si on est agriculteur. Ouais. Alors, pour terminer, bah, évidemment, en IMP, ce qu'on veut, c'est comme toi avec les TMF, les thérapies qui vont travailler au niveau OMF, bah, on a plein d'outils à notre disposition. Et tu vois, ce qui est intéressant, je ne vais pas rentrer dans tous les petits détails, ceux qui sont curieux pourront mettre sur pause la diapo, ceux qui voient, et puis lire, mais j'aime bien dire qu'il y a 4 axes dans notre travail. Enfin, j'aime bien dire, il y a 4 axes. Il y a évidemment tout l'aspect mouvement. Il y a plein de sortes de mouvements qu'on peut faire, des jeux, des activités, y compris beaucoup de travail au sol, se retourner, reconnecter. Et je veux juste dire que nous, on a ce qu'on appelle les resets. Le reset, il y en a 5. Le 1, c'est la respiration. Le 2, c'est mouvement de la tête, avec langue au palais et lèvres en contact. Ça a toujours été. Hein. C'est le premier reset qu'on a, nous, en IMP, dans les approches réflexes, on est les seuls à avoir intégré ces resets parce qu'on travaille avec le créateur de cette approche, Tim Anderson. Et 1, il dit respiration nasale, évidemment. Il parle du NO comme toi et tout. Et 2, le contrôle de la tête avec la langue au palais, les lèvres en contact. Et ensuite, ce sera les retournements, les balancements et d'autres choses. Donc ça, c'est des types de mouvements qu'on peut faire. Mais il y a aussi des techniques de remodelage où on va plus intervenir avec la personne à faire du tactile, du sensorimoteur, de l'isométrique, différents types de remodelage, d'intégration tactile au niveau du visage, du trijumeau, au niveau du corps, les articulations, etc., pour travailler sur le proprioceptif. On a tout ce qui est ventilation. La ventilation, pour les gens qui ne savent pas, c'est des exercices de respiration. C'est tout ce qui est de respirer. Et là, il y a plein de choses pour travailler au niveau de la ventilation. Et tous les automassages. Je vais insister sur les automassages, c'est libérer les tensions corporelles. Certes, il y a le kiné, certes, il y a les ostéopathes ou les thérapeutes manuels, sauf qu'ils n'habitent pas avec moi. Et quand bien même s'il habitait avec vous, il ne s'occuperait pas de vous tous les jours. Donc, dites-vous bien ça. Tandis que moi, j'accumule des tensions dans mon corps et il faut les libérer. Tu vois, on a parlé du cou. Si j'ai des tensions que j'accumule dans la mâchoire, dans le cou, dans la nuque, il faut les libérer. Et il y a des outils extraordinaires avec des balles, des bâtons, des rouleaux, où on va pouvoir libérer ces tensions-là au niveau fascia, au niveau musculaire. C'est très, très important. Je vais donner un exemple. Si je prends mes capteurs posturaux, oculaire, vestibulaire, mandibulaire, cutané, proprioceptif ou au niveau des pieds, à chaque fois, il y a des réflexes qui interviennent pour les mettre en place. Si je prends l'exemple du vestibulaire, on a le réflexe de Moro et du RTL qui ont un impact très fort pour la mise en place du vestibulaire. Et ces réflexes archaïques vont se transformer en réflexes de vie qui s'appellent réflexes d'équilibre, de gravité, de stabilité, qu'on peut tester et évaluer précisément, debout sur un pied, se tourner, bouger, se mettre en déséquilibre. Et on va avoir des remodelages ou des techniques spécifiques pour jouer sur le capteur vestibulaire ou oculaire ou mandibulaire ou cutané, etc. Les outils qui m'intéressent, je veux insister là-dessus, mes outils n'ont pas pour but d'intégrer à tout prix des réflexes. Mon but, c'est d'activer ce capteur pour que la personne fonctionne mieux. Tu te rappelles le bateau que je dois piloter. C'est ça qui compte. Ce n'est pas de faire des bilans réflexes pour dire ça va pas. C'est d'intégrer les choses. Donc voilà, j'ai fini la présentation. Le site officiel de l'IMP, c'est reflex.org. Voilà. Super, c'est génial. Et moi, j'ai peut-être envie de terminer aussi en disant que, on vous parle de choses terribles. Ça, un enfant sur deux respire par la bouche. Donc, du coup, ah my God, qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, moi, ce que je voudrais dire comme message, c'est qu'on peut vraiment tout changer depuis la naissance. En fait, avec, comme tu l'as dit, les technologies, même médicales qu'on a aujourd'hui, parce qu'on va avoir besoin du médical hein, dans certaines situations. Hein. Je prenais l'exemple d'extension de palais qui sont hyper important parce que le palais, par exemple, c'est le plancher du nez. Donc, voilà, on va devoir parfois faire des interventions médicales, mais le message que je veux dire ici, c'est que peu importe, on a toutes les techniques et toutes les possibilités en fait de guérir
les bébés, les enfants, et j'ai presque même envie de dire les adultes. Bon, les adultes, c'est un peu plus difficile parce que, bon, il y a certaines choses osseuses qui sont, la structure est fixée, donc ça peut paraître un peu plus difficile, mais il existe quand même, voilà, beaucoup de choses qu'on peut faire pour vraiment avoir espérer l'équilibre dynamique dont tu parlais avec ces deux centres de gravité. Il y a vraiment des tas de choses qu'on peut faire, quel que soit l'âge, pour atteindre une guérison pérenne. Moi, j'ai envie de dire dans beaucoup de cas, en fait. Donc, c'est vraiment un message d'espoir qu'on a envie aussi de vous donner, Absolument. à la fin de ce podcast et de cette vidéo pour ceux ou celles qui sont, en vidéo. C'est que bon, on ne vit plus dans le monde de Lady Sapiens, hein, ça c'est comme ça, il faut faire avec. Mais ça veut dire qu'il y a vraiment plein de choses dans le quotidien qu'on peut mettre en place pour en fait s'en rapprocher et pour du coup finalement développer nos deux centres de gravité comme ils doivent se développer et évoluer au fil des mois et des Absolument. années. Donc c'est Absolument. vraiment un message plein Oui, oui. d'entrain et plein d'espoir, ne pas se dire ah ben Absolument. voilà, nous on vit dans un monde Non, tout pourri. non. Non, il y a vraiment des tas de choses qu'on peut mettre en Mais place et il y a vraiment, on peut espérer vraiment la guérison de chaque bébé, de chaque enfant en fait. oui, oui. Mais en fait, sinon, tout ton métier et mon métier n'auraient pas de raison d'être. C'est tout ce que tu as fait toute ta vie et ce que moi j'ai fait toute ma vie. Ouais. C'est justement de dire, et c'est pourquoi on a l'enthousiasme, c'est qu'aujourd'hui, on peut améliorer les choses. Mhm. Certes, on ne peut pas s'empêcher, parce que toi, en tant que médecin, ou moi, à mon niveau, de dire, on veut aussi dire le pourquoi des choses, parce qu'on veut chercher un peu à changer la société, faire plus de prévention. Oui, C'est vrai que, bah voilà, il y a des gens qui peuvent faire le choix d'allaiter différemment, de manger différemment, de bouger différemment, d'avoir moins d'écran et tout. C'est des choix de vie et c'est tant mieux. Et plus on peut pousser la société à aller dans le bon sens, on peut le faire. Mais néanmoins, on a, comme tu dis aujourd'hui, la technologie, que ce soit au niveau du mouvement, de la médecine, je sais pas, les ostéos, les machins, les trucs, il y a plein de trucs qu'on peut faire et les thérapies oro-maxillofaciales. Certes, exact. comme tu dis, chez les adultes, la structure osseuse, elle ne peut pas bouger véritablement ou dans une modeste mesure, mais on va pouvoir, au niveau fonctionnel, faire beaucoup de choses Oui, en jouant justement sur le centre de gravité du bas et du haut quand même, parce que exact. réapprendre à respirer, réapprendre à positionner sa langue, ça se fait, réapprendre à mastiquer, ça se fait, à déglutir correctement, ça se fait. Oui, Mhm. bah, je ne vais pas changer la forme de mon visage, Non. mais je vais quand même fonctionner tellement différemment, quoi. Exactement, exactement. Avec l'aide parfois de certaines béquilles qui peuvent beaucoup aider aussi, ça se fait vraiment très très bien. Et donc voilà, donc c'est aussi un grand message pour même voilà les bébés qui ne sont pas allaités, les bébés qui sont nés prématurément. Voilà, il y a vraiment la possibilité de faire, de mettre de la prévention en place, de mettre des interventions précoces en place pour permettre aussi à ces bébés en fait ben, de rattraper d'une certaine manière et de pouvoir s'aligner avec le bébé qui lui a été allaité sur peut-être plusieurs années. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités. Paul, merci, merci, merci pour ta Merci à toi. générosité, pour ton entrain, pour ben, tout ce que tu nous as enseigné ici dans cette vidéo et dans ce podcast. C'est vraiment d'une richesse absolument incroyable. Peut-être une petite chose pour le mot de la fin. On a quand même une annonce à faire. Yes, c'est que j'ai une maison d'édition aussi, parce qu'il y a quelques années, j'ai créé une maison d'édition parce que les stagiaires me demandaient souvent, t'as pas des bons bouquins sur tel et tel sujet? Et des fois, ça existait en français et des fois pas. Et donc, j'ai créé une maison d'édition il y a quelques années où je publie des livres coup de cœur qui existent en français, pardon, qui n'existent pas en français, mais en anglais. À la base, j'ai fait des traductions de livres majeurs sur les réflexes, sur le mouvement, le corps humain, etc. Et puis, à un moment donné, il y a des auteurs qui m'ont envoyé des manuscrits en disant, ah, mais je suis français, j'ai quand même le droit de publier dans votre maison d'édition. Et comme je dis toujours, la plupart du temps, je dis ouais, non, là, votre livre, ça rentre pas dans notre truc, ou c'est pas vraiment. Alors là, j'aime pas dire ça, c'est horrible, les gens, ils ont passé des jours. Et un jour, Caroline m'a envoyé un manuscrit sur les fonctions oro-maxillofaciales. Et là, je sautais partout au plafond. Alors, je brûlais de l'encens en disant pourvu qu'elle le publie chez nous, pourvu qu'elle le publie chez nous. Et tu as accepté tout de suite. Et il y a donc un livre pour ceux qui nous écoutent. Caroline a écrit un énorme livre génial. Et là, je préfère le dire moi que elle, parce qu'évidemment, elle ne pourra pas le dire. Il y a tout dans le livre sur les fonctions OMF. Ça s'appelle les fonctions oro-maxillofaciales, clés oubliées de la santé et du sommeil. Ça parle des bébés, des enfants, des adultes, des personnes âgées. Il y a les explications théoriques et aussi on a mis le sous-titre comprendre. Il y a traiter à la fin et entre les deux, il y a comprendre, Prévenir. prévenir, merci, et guérir et traiter. Ça, c'est je pèse mes mots et j'ai aussi, je l'espère en tant qu'éditeur, cette livre va devenir une référence en francophonie sur ce sujet-là. Et je veux insister que Caroline, elle insiste sur l'aspect pluridisciplinaire. Donc, elle parle de toutes les approches. Donc, c'est une super annonce. Et il sort officiellement pour ceux qui nous écoutent à différents moments vous écouterez ce podcast ou cette vidéo en mai 2026.
Voilà, Ce sera mai disponible. 2026 dans toutes les librairies et sur Amazon. Et alors, les préventes vont commencer durant le mois de février. Donc voilà, Ouais, n'hésitez pas à aller faire un petit clic en ligne pour voir si, il est déjà ouais, disponible, si vous nous écoutez. Je mettrai certainement le lien également sous la vidéo et sous le voilà, podcast. voilà. Mais donc voilà, donc j'ai vraiment voulu en fait écrire l'histoire des fonctions oromaxillofaciales. On parle de, hein, il y a la naissance, j'évoque quelques réflexes. Alors, c'est pas un livre sur les réflexes, mais voilà, les réflexes sont quand même évoqués aussi. Euh, et toute l'évolution de ces réflexes, comme tu le disais bien, au fil des années, au fil des âges, avec ben, les causes hein, c'est quoi des dysfonctions oromaxillofaciales, c'est quoi les causes des dysfonctions maxillofaciales, et puis alors, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc voilà, j'ai vraiment voulu raconter une histoire, Ouais, c'est c'est cool. vraiment le but du bouquin, raconter l'histoire des fonctions et des dysfonctions oromaxillofaciales et pourquoi est-ce qu'elles sont importantes. Voilà, Et super, tout est Paul. sourcé. Oui, Et tout est sourcé. Il y a plus de 1000 références scientifiques oui. dans le bouquin. C'est génial. C'est Oui, génial. exactement. Et vous pourrez même retrouver en ligne des ressources supplémentaires au-delà du bouquin. Voilà, je suis toujours en train de travailler dessus, mais voilà, Ouais, l'idée, c'est vraiment de mettre un maximum voilà, de ressources scientifiques, d'études scientifiques sur tout le sujet, en fait. Donc, au final, je ne sais pas combien il va y avoir d'études, ouais. mais voilà, on verra. On verra un peu dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir une bibliographie vraiment très importante. Donc, Génial. exactement. Génial. Super. Ben Paul, encore un tout grand merci pour cette magnifique podcast vidéo parce que vraiment, les deux vont super bien fonctionner. Moi, je l'ai vraiment fait en mode écoute et ça fonctionne super bien. Donc voilà, vraiment merci. Et à très bientôt parce que on compte encore enregistrer des podcasts ensemble. Donc, Carrément. c'est pas la dernière fois que vous aurez l'occasion d'écouter Paul. Voilà, ben, je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée et à très bientôt.